vestiaire pour déposer tous les moteurs. Mais le jeu en vaut la chandelle. À eux quatre, ils rapporteront 6 millions de dollars. Mais le travail est loin d'être fini. Pour tirer le maximum de l'appareil, il s'agit maintenant de trouver 800 000 dollars en pièces détachées. La tâche suivante est cruciale sur le plan de la sécurité. Dans chaque aile du 747 se trouvent 2 réservoirs principaux et un réservoir de secours. Chaque aile peut contenir jusqu'à 65 000 litres de carburant. Un réservoir central, situé sous les sièges, contient 65 000 litres supplémentaires. Quand l'appareil est arrivé, les réservoirs des ailes étaient remplis à 20%. Ils doivent être vidés pour avoir le temps de sécher. Si les réservoirs ne sont pas secs quand les mécaniciens s'attaqueront au fuselage, l'avion pourrait exploser. Mais la vidange est loin d'être aisée. L'accès à ce liquide hautement inflammable se situe à 9 mètres de haut. Je vais brancher le tuyau pour vidanger le réservoir. Stephen Collins est spécialement formé à ce genre d'opération. Dès qu'un avion arrive, on recycle tout le carburant qu'il contient. Les réservoirs contenaient l'équivalent de 30 000 dollars de carburant. Jusque-là, l'avion était alimenté par son propre courant. Il va être coupé pour que les appareils électroniques puissent être enlevés en toute sécurité. C'est une étape importante dans la déconstruction d'un aéronef. Réservoir vidangé, je coupe le courant. Pas de courant veut dire pas de climatisation pour les hommes qui travaillent dans les entrailles de l'avion. Le mécanicien Dane Zimmerman a une centaine d'instruments à prélever dans la cabine de pilotage. Mais il y fait de plus en plus chaud. À l'extérieur, les mécaniciens démontent le Boeing, pièce par pièce. Les premiers 747 ont été construits dans un hangar si vaste que des nuages se formaient à l'intérieur. Mais ici, aucun bâtiment n'est assez grand pour mettre l'avion à l'abri du soleil, et les hommes travaillent dans une fournaise. Démonter l'appareil par cette chaleur, c'est épuisant, vraiment épuisant. La chaleur rend le métal brûlant et dangereux à manipuler. Mais les mécaniciens sont coriaces. De l'autre côté de l'Atlantique, une autre déconstruction a commencé. Sur la base aérienne de Yever, au nord de l'Allemagne, une douzaine d'avions de chasse sont désossés chaque année. Ce chasseur F-4 fantôme a été décommissionné. Le F-4 a volé pendant des décennies en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Il a été utilisé pendant la guerre froide, pendant la guerre du Vietnam, et plus récemment par l'armée iranienne contre l'État islamique. Les pilotes attribuent sa longévité à sa polyvalence et à sa capacité à emporter une énorme charge en armement. Au milieu des années 1990, l'armée américaine a retiré du service les F-4. L'Allemagne a fait de même en 2013. Celui-ci a effectué son dernier atterrissage sur la base de Yever. Cette machine de guerre va être déconstruite. Le capitaine Christian Nastula dirige toutes les opérations de ce type sur la base. L'appareil derrière moi a été construit au début des années 70. Il a dépassé les 6300 heures de vol. Il est arrivé à la fin de son existence. La production des F-4 a été arrêtée. Toute pièce détachée en état de marche est donc extrêmement prisée. Il faut une dizaine d'équipes de spécialistes pour mener à bien la déconstruction.
L'avion est toujours équipé d'armes qui doivent être désactivées en toute sécurité. Puis, il sera démonté pièce par pièce sur une période de 10 semaines. Bientôt, il ne restera plus qu'une carcasse d'aluminium et une cargaison de pièces détachées destinées à des F-4 encore en activité à l'étranger. Première étape, évaluer la puissance des turboréacteurs qui propulsent le F-4 Phantom. Ces moteurs ne sont plus produits, et un modèle d'occasion en bon état est une véritable mine d'or. Son prix peut dépasser le million de dollars. Mais le capitaine Nastula doit d'abord faire passer une série de tests aux réacteurs pour s'assurer de leurs bonnes conditions. C'est un moteur très complexe, une véritable œuvre d'art. Ces moteurs peuvent propulser l'avion à Mach 2, 2 fois la vitesse du son. Il faut faire attention aux moindres détails du moteur. La température, le nombre de tours par minute, la quantité de carburant consommé, il faut que tout fonctionne normalement. Mais allumer un moteur à réaction dans un espace confiné est une opération dangereuse. Chaque réacteur sera poussé à sa capacité maximale. Il projettera des flammes de 4 mètres derrière le fuselage qui carboniseront tout sur leur passage. Avant d'allumer les moteurs du F-4, l'équipe vide le hangar de tout ce qui est inflammable. Puis elle tente de repérer le moindre objet étranger qui pourrait être aspiré par les moteurs et les faire exploser. J'ai vérifié que les rotors des compresseurs n'étaient pas endommagés et qu'il n'y avait pas de corps étranger dans les entrées d'air. Le capitaine Nastula ne veut prendre aucun risque. Il fait venir les pompiers. Les pompiers sont là par précaution. S'il y a une fuite de carburant dans le compartiment moteur, ça pourrait causer un incendie. Les turboréacteurs vont être soumis à plusieurs tests de performance. D'abord, ils vont tourner à plein régime. Ensuite, pour augmenter la poussée, la post-combustion sera enclenchée. Le capitaine Nastula donne l'ordre d'allumer les moteurs. De l'air comprimé est envoyé dans le moteur. Ça le fait tourner et ça déclenche l'allumage. Ensuite, le moteur tourne tout seul. Les moteurs sont allumés. Le moment est venu d'appuyer sur le champignon. Les pompiers sont sur le qui-vive. L'air qui entre dans le turboréacteur est comprimé et mélangé à du carburant à l'intérieur de la turbine. Ce mélange explose et se dilate très rapidement. C'est cet air dilaté qui génère la poussée en sortant à l'arrière du réacteur. Ces moteurs surpuissants ont permis au F-4 de battre de nombreux records de vitesse. Tout fonctionne normalement. Christian Nastula donne l'ordre d'enclencher la post-combustion. Lors de la post-combustion, du carburant est injecté directement dans les gaz d'échappement du turboréacteur. Cela peut donner jusqu'à 50% de poussée supplémentaire. Les pilotes enclenchent la post-combustion au décollage ou lors de vols supersoniques. Mais la consommation de carburant est telle qu'elle est utilisée avec parcimonie.
Les moteurs sont en parfait état de marche. L'équipe a tiré le bon numéro. Tout se passe comme prévu. Ce F4 va être mis à la casse, mais ses moteurs continueront à voler. À Goodyear, dans l'Arizona, la déconstruction du 747 bat son plein. Le mécanicien Dane Zimmerman démonte les instruments de mesure du cockpit. Dans la cabine, il fait aussi chaud que dans un four. La plupart des instruments seront révisés, puis revendus. Ils continueront à fonctionner dans des 747 plus récents ou dans d'autres appareils. Ils rapporteront environ 75 000 $ à la revente. La cabine de pilotage est à un endroit inhabituel dans un avion, au premier étage. Le 747 est le premier avion de ligne à avoir été conçu sur 2 niveaux. L'avion peut transporter près de 1900 mètres cubes de cargaison ou 452 passagers. Dans les années 1970, Boeing fait de cet intérieur spacieux un argument publicitaire. The Harlem Globetrotters would like to show you what the Boeing 747 is really all about. So welcome aboard. The biggest, most luxurious plane in the sky, the 747, where you can move around with all the freedom in the world. Space like you've never known before. Headroom, legroom, elbow room. Cet avion à étage a marqué les esprits. You'll have a ball. Avec son salon en première classe. Getting people together. Et le cockpit le plus haut placé dans lequel Dane n'ait jamais travaillé. Les instruments sont faciles d'accès. Ils sont les yeux et les oreilles de l'avion. Mais atteindre le cerveau de l'appareil est autrement plus difficile. Le compartiment d'avionique est au cœur des réseaux électroniques du 747. C'est un réduit de 3 mètres sur 1 derrière le nez de l'avion et sous le premier niveau. Le circuit carburant, les commandes de vol, les instruments de communication, tout est géré à partir d'ici. C'est la spécialité de Dane Zimmerman. Ces boîtiers contrôlent pratiquement tout ce qui se passe dans l'avion. Les pilotes pensent être aux commandes, mais ils se trompent. Ces boîtiers d'avionique ont une valeur totale de 100 000 $. Les parties de l'avion en contact avec l'extérieur sont régulièrement endommagées et les pièces de rechange sont très recherchées. Cela vaut pour une des parties les plus précieuses du jumbo jet, son nez. Le nez du 747 s'appelle le radome. Il protège le radar météo de l'avion. L'antenne communique les infos météorologiques au pilote. Le nez doit supporter des vents qui dépassent les 800 km/h, beaucoup plus que n'importe quel ouragan. Un nez en bon état vaut son pesant d'or, mais pour l'atteindre, les mécaniciens doivent jouer les funambules, à la hauteur d'un 2e étage. Dans un 747, on est obligé d'utiliser une nacelle élévatrice ou des palans pour avoir accès à quoi que ce soit. Et pour ouvrir cet impressionnant appendice, il faut une nacelle supplémentaire et un 3e mécanicien. Une chute pourrait être mortelle. Tout le monde est bien attaché. On est attaché, mais ce n'est pas très stable, ça bouge. On a peur que quelque chose tombe, ça nous rend nerveux. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler à cette hauteur-là.
Moi-même, je suis pas fan. Bouge plus. Il commence à s'ouvrir. Ça y est. Jeff, descends un peu. Ils ont réussi à ouvrir le nez. Le radar météo qu'il contient vaut 5000 $. Il prend la direction du hangar. Encore une pièce qui sera revendue. C'est le deuxième jour de la déconstruction du F-4 Phantom en Allemagne. L'avion à réaction est arrivé dans son nouveau hangar. C'est ici que se déroulera une étape cruciale du processus, le désarmement. Le F-4 Phantom est une machine de guerre. Chaque appareil possède 9 points d'emport et peut décoller avec 8 tonnes d'armes, notamment des missiles air-air, air-sol et des bombes atomiques. L'armée a déjà enlevé le plus gros de l'armement. Il reste une mitrailleuse Vulcan 20 mm. Elle est à l'avant de l'avion. Elle peut tirer 6000 coups par minute, c'est-à-dire 100 coups à la seconde. C'est une arme de défense en cas de combat rapproché avec un avion de chasse ennemi. La mitrailleuse ne sera pas recyclée. Si elle tombait entre de mauvaises mains, elle pourrait réapparaître sur le marché noir. Elle sera démontée et détruite pour que plus personne ne puisse s'en servir. La tâche est confiée à un expert, le caporal André Sonnenberg. À 23 ans, c'est un des plus jeunes mécaniciens de la base. Mais c'est un vieux de la vieille en ce qui concerne les armes. L'arme reprend le principe de la mitrailleuse Gatling. Chacun des 6 canons tire une fois à chaque révolution de l'axe central. La fréquence de tir très élevée est indispensable lors d'un combat aérien entre 2 avions supersoniques. La cible peut n'apparaître dans le viseur que pendant une fraction de seconde. Je coupe l'alimentation en électricité de la mitrailleuse pour qu'il ne puisse rien arriver. Avant d'enlever la mitrailleuse, le caporal Sonnenberg installe des tréteaux de sécurité destinés à la recevoir. L'arme pèse près de 300 kg. Elle pourrait le blesser si elle tombait au sol. Je place le bras de la machine pour que la mitrailleuse descende juste là où il faut, sur les tréteaux. André Sonnenberg fait glisser l'arme de son emplacement. Mission accomplie. Le soudeur Uwe Schablewski prend le relais. Il sectionne les canons d'acier au chalumeau. Quand le soudeur a fait son office, cette arme redoutable n'est plus qu'un tas de ferraille inoffensif. L'équipe peut commencer le travail de recyclage, avec pour objectif principal les 2 turboréacteurs si convoités, qui pèsent près de 2 tonnes chacun.
Ils enlèveront les sièges éjectables, les verrières, le train d'atterrissage, les moteurs, les ailes, des dizaines d'instruments de bord et des kilomètres de câbles. Au final, il ne restera que la carcasse. La déconstruction d'un appareil aussi sophistiqué exige une parfaite coordination entre différentes équipes spécialisées. Pendant les 2 mois à venir, chaque équipe déconstruira à tour de rôle une partie du fantôme. La première sur le pont est l'équipe des sièges éjectables. Les sièges éjectables sont conçus pour sauver des vies. Mais ils peuvent être l'étape la plus dangereuse de la déconstruction. Une charge explosive éjecte le siège hors de l'avion. Si elle explose au sol, elle peut blesser les techniciens à proximité. Voilà pourquoi démonter un siège éjectable est un boulot de spécialiste. Le siège est équipé de fusées qui projettent le pilote hors du cockpit en situation d'urgence. Désactiver les fusées est complexe et extrêmement risqué. Les techniciens doivent enlever un petit mécanisme de mise à feu constitué d'une cartouche de propulsion de 5 cm de long sans déclencher les fusées. Le sergent-chef Michael Horn est aux manettes. Il a 25 ans d'ancienneté dans l'armée de l'air et il sait garder son sang-froid. Il est assisté par le mécanicien Jürgen Brüning. On grimpe dans l'avion, on ouvre les verrières et on les cale pour qu'elles ne nous retombent pas dessus. Vient ensuite le moment délicat. Ensuite, il faut désamorcer les fusées de propulsion. Michael Horn peut à peine voir ce qu'il fait. Il doit trouver la cartouche à tâtons sans déclencher les fusées. Un faux mouvement pourrait entraîner de graves blessures pour les 2 hommes. Le mécanisme de mise à feu est quelque part là-dessous. J'ai trouvé la cartouche, je vais la retirer. C'est bon, voilà la cartouche. À présent, le siège ne peut plus s'éjecter. Les fusées sont désactivées. Les mécaniciens vont pouvoir s'en donner à cœur joie. D'abord, ils enlèvent le parachute. Il est dans un emballage hermétique. On n'y touche pas. Puis le flotteur et le baquet du siège. Cette molette libère tout le siège. Ça va nous permettre d'enlever le baquet. Ensuite, c'est une affaire de muscles. Le baquet et le module d'éjection pèsent près de 115 kg. Il faut s'y mettre à 3. C'est très lourd. Et il faut faire attention. Une autre pièce à recycler a été récupérée. Pendant le mois qui suit, la déconstruction s'accélère. Les techniciens démontent les verrières des 2 cockpits. Puis c'est le tour du train d'atterrissage. Le capitaine Nastula et ses hommes s'attaquent ensuite au plat de résistance, les moteurs. Ce sont les éléments les plus précieux d'un avion à réaction. Chaque réacteur peut atteindre le $1 million. Mais ils pèsent près de 2 tonnes chacun. Il faudra les déposer sans les abîmer pour espérer les revendre. Cela nécessitera 5 spécialistes, un élévateur hydraulique et beaucoup d'huile de coude. Il faut aligner parfaitement l'élévateur et le turboréacteur.
Une fois les dernières vis desserrées, le moteur sort d'un seul tenant. Les 2 turboréacteurs sont prêts à la revente. Sur le tarmac dans l'Arizona, les mécaniciens sont allés à l'intérieur, à l'extérieur et dans les airs pour récupérer des pièces du Boeing 747. Ils vont maintenant regarder en dessous. 5 trains d'atterrissage sont répartis sous le ventre et sous les ailes de l'avion. Il faut les enlever sans faire basculer l'appareil. Après 12 semaines de travail, le Boeing 747 a perdu tant de pièces qu'il est extrêmement instable. Les mécaniciens doivent tout faire pour éviter que l'avion ne perde l'équilibre. Roger Hodges a une solution. Il décide de couper la queue de l'avion. Il a calculé que cela devrait stabiliser son centre de gravité. Beaucoup d'éléments ont été enlevés sur l'avion. Et là, la queue est trop lourde par rapport au reste. On va la couper pour rééquilibrer les choses. Ces cisailles géantes peuvent percer 5 cm d'acier. Et les mâchoires mécaniques font des bouchées de 50 cm de large. Julio Estrada fait une incision tout autour de la queue du Boeing. Et il la fait tomber au sol. Les techniciens stabilisent ce qui reste de l'avion avec 2 types de supports, des vérins et des traverses de chemin de fer empilées. Ils placent les traverses de bois à coups de masse. Mais certaines traverses sont pourries et d'autres moins solides qu'espéré. Impossible de savoir si elles pourront supporter l'énorme poids du 747. Si les traverses cèdent, l'avion et ses 100 tonnes s'écraseront sur le tarmac. Il faut que ce soit bien horizontal. Si ça penche, l'avion va commencer à basculer et les traverses vont casser une à une. Les étais semblent bien en place. L'équipe peut se concentrer sur les trains d'atterrissage. Ça peut prendre 30 secondes, comme ça peut prendre 3 ou 4 heures. Ça dépend de comment ça se présente. Si on a du bol, ça glisse tout seul, le train sort et on passe au suivant. Le travail est éreintant. Mais en 2 jours, les 5 trains d'atterrissage sont démontés. Chacun sera revendu pour une somme totale de 50 000 $. Ce qui reste du Boeing 747 va être réduit en miettes. Tu t'occupes de celle-là? Mais tout danger est loin d'être écarté. Les mécaniciens doivent à présent retirer les vérins un par un. Bientôt, seules les traverses de bois empilées soutiendront le fuselage. Mais elles pourraient tenir seulement quelques secondes. Je desserre le vérin et je me casse. Je vide l'air dans le vérin et je pars en courant. Je ne voudrais pas que ça me tombe dessus. Bouge! L'avion est de moins en moins étayé.
il peut s'écraser au sol à tout moment. Ça va être spectaculaire quoi qu'il arrive. Chaque vérin enlevé rend l'appareil plus instable. Le processus est délicat et extrêmement dangereux. Bouge, bouge, bouge! Le métal se déforme quand l'énorme jumbo jet repose de tout son poids sur ses supports de fortune. Le bois craque, gémit et se fendille, mais les travers se tiennent bon. Les hommes qui ont passé 12 semaines à démanteler et à recycler cet avion T'entends ça? peuvent profiter du spectacle en toute sécurité. C'est génial, génial. Je pensais pas que le bois tiendrait aussi longtemps. On a fait du bon boulot. Mais l'avion doit être au sol pour que les techniciens puissent entamer la phase suivante du recyclage. Julio Estrada intervient avec sa pince hydraulique surpuissante. Et enfin, les mâchoires de métal déchiquettent le 747 comme celles d'un carnivore affamé. Le processus peut sembler désordonné, mais Julio Estrada procède avec méthode. Il veut du métal et pas grand-chose d'autre. Il fracasse les hublots. Puis il découpe le fuselage dans la longueur. Avant d'ouvrir le 747 en deux comme un vulgaire œuf à la coque. Les mécaniciens qui déconstruisent ce 747 depuis 3 mois voient l'appareil réduit à un tas de ferraille. C'est sympa de bousiller un avion. D'habitude, on les répare. C'est un bel avion. Je le regretterai. Chaque avion est différent. Il a sa propre personnalité. Quand je travaille sur un avion, ça me fait toujours quelque chose de le voir réduit en miettes comme ça. L'énorme jumbo jet est réduit à un tas de débris de 6 mètres sur 6. La ferraille vaut environ 30 000 $. Au total, les pièces recyclées rapporteront 6 800 000 $. Pas mal pour un vieux coucou. Les réacteurs ont déjà été montés sur un autre appareil. Des milliers de pièces détachées, petites ou grandes, vont reprendre du service. Les métaux, eux, seront fondus. Pour les 747 du monde entier, c'est la fin d'une époque. Plus de 1500 appareils ont été construits. Mais à la fin de l'année 2017,
tous les 747 Américains transportant des passagers ont été retirés du service. La réutilisation de certaines pièces prolonge la vie des 747 encore en activité. Voilà 2 mois et demi que la déconstruction du F-4 a commencé. Le capitaine Nastula et son équipe ont récupéré tous les composants de valeur dans l'ancien avion de chasse. Il ne reste plus que le fuselage qui sera mis aux enchères et revendu comme de la ferraille. Mais cela ne concerne plus le capitaine Nastula et ses hommes. Il a besoin de récupérer son hangar. Pour cela, il faut déplacer la carcasse de l'avion dans un endroit de la base surnommé le cimetière. Mais ce n'est pas chose facile. La carcasse pèse environ 8 tonnes. Tout le monde est sur le pont. Une grue gigantesque fait partie du convoi. Elle est munie d'un bras de 20 mètres de long et de câbles de 2 cm d'épaisseur. La grue est capable de supporter une charge de 20 tonnes. Elle soulèvera la carcasse et la déposera dans le cimetière. Pendant l'opération de levage, le bras de la grue doit être positionné exactement au centre de gravité de la carcasse. Le conducteur met le camion en place. « 8 tonnes qui se balancent, c'est dangereux. » Le grutier tente de placer le bras au-dessus du centre de la carcasse. L'équipe suit l'opération avec attention. Le capitaine Nastula donne le signal. L'ancien avion de chasse repose désormais en paix. Beaucoup de gens ont consacré leur vie à cet avion. Ils ont mis toute leur énergie et tout leur savoir-faire pour le faire voler. Et là, on l'a mis au rebut. Ça fait vraiment drôle. Pour le capitaine Nastula et ses hommes, il y aura bientôt un autre F-4 à déconstruire. Chaque déconstruction les rapproche de leur dernier adieu à un avion de chasse légendaire.